Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode d'appréciation du risque avec Julien Véan. Bonjour Julien. Bonjour. Et Guillaume Deswinder. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors en préambule, Julien, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bonjour. Alors, je suis ingénieur sécurité actuellement chez Google. Je me spécialise essentiellement sur la sécurité des services Internet depuis une quinzaine d'années environ. Avant d'être chez Google, j'étais chez Mozilla où nous avons créé la méthode de Rapid Risk Assessment avec Guillaume. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Securing DevOps, dont nous avions parlé il y a quelques temps dans ce podcast. Merci. Guillaume ? Ouais. Bonjour, je suis Guillaume. Je suis aussi chez Google depuis à peu près un an en tant qu'ingénieur sécurité. Je lead un team qui est spécialisé sur les plateformes clientes, c'est-à-dire les portables, les workstations, etc. Avant ça, j'étais chez Mozilla pendant 9 ans, où j'ai bossé avec Julien sur la plateforme Risk, sur la Sandbox Firefox et divers petits jobs dans le team de sécurité. Alors Julien, Rapid Risk Assessment, qu'est-ce que c'est ? Alors, je peux en donner une évaluation assez rapide. L'idée, c'est de permettre à les équipes d'ingénierie de rapidement évaluer les menaces qui pourraient s'appliquer à leur projet, à leur design, et d'essayer de modifier l'architecture de leur projet pour adresser ces menaces de la manière la plus efficace possible. On essaie réellement d'appliquer une méthodologie légère qui soit conviviale, j'ai envie de dire, qui soit vraiment basée sur l'interaction entre les équipes d'ingénierie et les équipes sécurité pour avoir vraiment cet aspect dynamique, conversationnel et qui ne soit assez différent des méthodes traditionnelles qui sont plus basées sur des méthodes un peu plus lourdes, on va dire. Là, tu parles de public d'ingénieurs, mais ça veut dire que c'est adapté à un public plutôt technique ingénieur, ou il faut quand même avoir des notions de gouvernance pour pouvoir utiliser RRA ? Je dirais que c'est plutôt adapté aux ingénieurs. Alors, techniquement, ça peut être utilisé par n'importe qui, mais il n'y a pas vraiment besoin de connaître trop le concept et de connaître vraiment exactement comment ça marche. C'est plus rapide quand on a un petit peu de background en analyse de risque, mais ce n'est pas forcément requis. Et on est aussi ouvert à, on va dire, des populations moins techniques. Beaucoup de risk assessment que l'on a fait étaient avec des équipes de produits, des équipes de gestion de projet, etc., qui ont une bonne compréhension des objectifs métiers d'un projet et qui sont capables de raisonner en termes de menaces sans forcément avoir le background technique. Et comment est né ce projet ? La petite histoire qui est assez rigolote, c'est que Guillaume et moi marchions main dans la main sur les plages de Sarasota en Floride. Non, à regarder le coucher de soleil, c'était beau. En fait, quand on était dans l'équipe de sécurité opérationnelle de Mozilla en 2013, on avait ce problème d'avoir beaucoup trop d'applications en production pour lesquelles on ne connaissait pas les niveaux de risque. Et on avait vraiment besoin de faire un inventaire. Et il était impossible de faire un inventaire avec une méthode lourde qui a pris beaucoup de temps. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire à l'époque, c'était d'avoir une grille de risque assez standard que l'on pouvait appliquer à une grande liste de projets assez rapidement. Et petit à petit, ça s'est transformé en cette méthode d'analyse de risque qui a été en fait très bien reçue par les équipes avec lesquelles on travaillait et que l'on a fait mûrir au fil du temps. Quand tu dis rapide, c'est quoi ? C'est 10 minutes, c'est 1 heure, c'est 1 jour, c'est 10 jours. C'est tout cela, c'est très, très subjectif. C'est rapide, 10 jours. Chez certaines entreprises que je ne nommerai pas, c'est très rapide. Ouais, je dirais rapide pour nous,
ce qu'on essaie de faire, c'est 30 minutes. En réalité, quand on va faire une appréciation de risque comme ça peut être parfois 25 minutes, mais ça peut être aussi 45 minutes, peut-être 1 heure de temps en temps. Mais le but, c'est d'essayer de garder pendant 30 minutes. Mais alors, comment ça marche pour faire une appréciation des risques en 30 minutes ? Alors, c'est forcément très haut level. Hein, c'est vraiment très, très haut niveau. On commence toujours par demander vraiment une vue de haut niveau de ce qui est dans le contexte du projet, de ce que les équipes vont mettre en place, des objectifs business vraiment. Puis on regarde les dictionnaires de données. Encore une fois, au niveau, on n'essaie pas de descendre sur, par exemple, toutes les tables d'une base de données. On essaie de rester, par exemple, à un niveau utilisateur, si on va manipuler des fichiers utilisateurs, des mails, etc., etc. Et puis après, on regarde sur les axes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité, quelles sont les menaces. Et encore une fois, ici, plutôt que d'utiliser un référentiel exhaustif, on est plutôt sur de la discussion, en sachant très bien que l'on va pas identifier toutes les menaces. En 30 minutes, c'est impossible, mais on va en identifier suffisamment pour peut-être modifier l'architecture de l'application pour réduire les risques. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce concept de faire les scénarios de menaces quand on les écrit, qui sont effectivement au niveau, mais c'est aussi assez loin des contrôles. C'est-à-dire qu'on va penser à un scénario du type telle personne va faire cette chose-là, il va se passer ceci, et le résultat, c'est cela. Et ensuite, on va mettre un niveau dessus pour dire si c'est plus ou moins important. Donc, c'est vraiment de la discussion et des histoires de ce qui pourrait se passer. Et on ne va pas gratter trop sur les contrôles ou sur une implémentation spécifique. Là, vous parlez de rapidité et de scénario de menace, mais est-ce que dans la méthode RRA, tout est hyper cadré ? C'est-à-dire qu'entre guillemets, j'ai mon scénario, je dois juste dire si ça me touche ou pas, ma menace, etc. Ou est-ce qu'il faut vraiment tout rédiger soi-même et tout redéfinir soi-même ? Est-ce que c'est totalement cadré ou pas ? C'est pas cadré en termes de menace. La méthode elle-même a des étapes qui sont assez bien cadrées. Encore une fois, obtenir les informations sur le projet, obtenir le dictionnaire de données et passer sur les différents types de menaces. Mais les menaces en elles-mêmes vont vraiment venir de l'expérience de la personne qui fait l'analyse en fait. Et c'est là où on va vraiment se baser sur des référentiels de risques, des référentiels de menaces pour former ces analystes avant qu'ils aillent implémenter les RRA et faire tourner des RRA dans leurs équipes. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de menaces et de risques ? Par exemple, depuis le 25 mai 2018, on voit poindre dans les analyses de risque tout ce qui est risque légal avec RGPD ou GDPR. Est-ce que ça, c'est un risque qu'on prend en compte dans un RRA ? Ou est-ce que c'est, par exemple, je suis sur un système d'information, est-ce que le rançongiciel, c'est ce type de risque ? C'est un risque de très haut niveau ? C'est quoi la granularité ? Potentiellement, oui. Alors, ce qu'on fait en général, c'est on vient de parler de comment est-ce qu'on va catégoriser ces menaces entre confidentialité, intégrité et disponibilité. On a un deuxième sous-niveau où on va parler de est-ce que c'est un risque pour la réputation ? Est-ce qu'on va être sur les sites web ? Est-ce qu'on va être dans un journal, etc. Il y a aussi un risque sur le côté légal, financier et en général productivité. Ces catégories ne sont pas forcément requises pour le RRA, mais en général, on va essayer de centrer là-dessus. Ça veut dire que par exemple, on aura une menace, peut-être, qui va être... on pourrait avoir une compagnie qui va décider de nous poursuivre en justice pour raison X, Y, Z. Ça pourrait être un type de menace, et ça veut dire qu'on aurait peut-être une poursuite en justice, ou peut-être deux, ce qu'on pourrait estimer. Et l'objectif ici, c'est réellement de faire une analyse de haut niveau et d'identifier des situations où l'on voudrait faire une analyse plus détaillée sur certains points. Parce que la majorité des projets que l'on voit passer dans un RA, c'est des projets qui sont qui n'ont presque pas de risque à la taille de l'entreprise, on va dire. Ou si le risque financier est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros ou de dollars et que l'entreprise a un chiffre d'affaires dans les milliards, le risque est suffisamment bas pour que l'on ne passe pas beaucoup de temps à faire de la sécurité sur ce projet.
À l'inverse, il y a certains projets qui passent sur, par exemple, quand on faisait des analyses de risque sur le système de gestion de compte de Firefox, où des nouvelles fonctionnalités pourraient mettre à risque toute la population utilisateur. Et l'objectif, c'était réellement de faire un triage et de pouvoir dire, voilà, on va faire une analyse de sécurité plus détaillée sur ce point-là en particulier, ou de dire, là, il y a certainement un problème légal où il faut aller parler aux avocats, effectivement. Dans la démarche, on a vu qu'on regardait le contexte, on discutait avec le responsable du projet sur quelles pourraient être les menaces qui pèsent sur sa future application. Et après, en termes de mesures de sécurité, il y avait adopté une autre architecture. Comment se passe cette partie traitement des quelques risques qui ont été vite identifiés? Est-ce que le traitement il est inclus dans les 30 minutes ou c'est quelque chose qui vient après? On identifie juste qu'il faudrait faire quelque chose pour réduire les risques. Oui, alors, tout à fait, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux parties pour la réponse. Alors, d'une part, de façon rapide, qu'on fait ce qu'on appelle les recommandations. C'est effectivement la liste des choses à faire pour remédier au problème. Ça peut être installation des contrôles, ça peut être aller gratter un petit peu plus, voir vraiment comment c'est fait pour avoir une meilleure recommandation, peut-être. Ça peut être différentes choses comme ça. Ça peut être aller consulter avec les avocats, parce que peut-être qu'on a vu qu'il y aura peut-être un problème légal dessus. Mais la façon dont on fait ça, en fait, c'est qu'on va mettre un score sur chacune des menaces. On va aussi mettre un score sur chacune des recommandations pour qu'ils sachent lesquelles sont les plus importantes, lesquelles il faut qu'ils commencent à regarder en premier. Et c'est une des bases qui est requise pour les RRA, qui est sûrement une des bases les plus importantes pour que le système marche assez rapidement. Donc on a un système de score qui va faire, dire en anglais, c'est low, medium, high, maximum, ou en français ça pourrait se traduire en tant que peut-être bas, moyen, haut et maximum. Et chacun de ces niveaux, on va leur donner des instructions précises pour savoir comment est-ce qu'on va catégoriser, je dirais, la menace. Donc par exemple, on va dire si jamais on se retrouve dans les news pendant une semaine, peut-être que c'est au niveau haut, ou peut-être que c'est au niveau moyen. Ça va dépendre de la compagnie dans laquelle on va mettre en place ce système. Peut-être que si on a zéro problème avec judiciaire, avec les avocats, etc., c'est sûrement au niveau bas. Peut-être si on pense que c'est possible qu'on ait une poursuite judiciaire, peut-être que c'est au niveau moyen, peut-être que c'est au niveau haut, etc. On va faire pareil pour toutes les catégories. Donc, est-ce que ça va empêcher trop personne de travailler? Est-ce que c'est intime? Combien de personnes? Est-ce que ça va nous coûter de l'argent? Combien? Et tout ça, ça dépend à chaque fois de l'entreprise qui va s'occuper de ce système. Pour une entreprise, parfois, 1 000 €, ça peut être énorme ou ça peut être rien du tout, par exemple. Oui, mais ça prend au moins une demi-journée. C'est un atelier d'une demi-journée. Comment vous faites ça en 30 minutes? Parce que justement, si on donne un exemple concret, en disant qu'il y a un projet avec des ingénieurs qui viennent nous voir et qui disent je veux faire une analyse vite fait pour voir un peu ce qui se passe dans mon projet, on va poser des questions de l'ordre de ce dictionnaire de données, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand la base de données se retrouve sur Twitter, qui est une des questions favorites de Guillaume, que j'aime beaucoup aussi, et tout de suite on voit les développeurs vraiment se poser la question, oui, est-ce que j'ai effectivement une base de données qui contient des données critiques? Quels sont les risques à mes utilisateurs si cette donnée se retrouve dans le domaine public, etc. etc. Et souvent les recommandations que l'on va avoir à la suite de ça, c'est si on a absolument besoin de la donnée, comment la sécuriser? Est-ce que ça utilise des socles informatiques? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une revue de l'architecture? Ou est-ce qu'on peut tout simplement ne pas collecter cette donnée, ce qui est encore mieux? Est-ce qu'il faut utiliser de l'encryption, etc., etc. Et ça se fait vraiment dans le flot de la discussion. C'est pas une analyse détaillée. Et le niveau de risque, c'est pareil, il va être assez facilement établi dans le flot de la discussion, parce que justement l'analyse la personne qui fait l'analyse a l'expérience de l'environnement et sait comparer le risque de ce projet au risque des 15 autres projets qui ont été revus au cours des 6 derniers mois. Et c'est là la force du RRA, en fait, c'est que l'intelligence ne se trouve pas forcément dans l'analyse, dans la méthode elle-même, mais se trouve réellement dans l'équipe qui va aller faire ces analyses au fil du temps.
Là où j'ai été assez surpris tout à l'heure, tu as dit que vous n'aviez pas de base de connaissances de questions, que les questions étaient propres à chaque projet. Et quand on regarde d'autres méthodes qui ne sont pas rapides ou de haut niveau, je pense à Ebios, qui demande d'aller beaucoup plus en profondeur. Le business qui est fait aujourd'hui par des gens qui vendent des outils autour d'Ebios, c'est autour des bases de connaissances, justement. Qu'est-ce qui explique que sur le RRA, il n'y a pas besoin de capitaliser sur les questions, quand bien même tu dis la question favorite de Guillaume, c'est qu'est-ce qui se passe si les données arrivent sur Twitter. Ça, c'est une base de connaissances, c'est une question qu'on répète en fait. Ouais, je pense que la réponse à ça, c'est réellement l'analyse. La méthode RRA fonctionne bien quand elle est appliquée par des personnes qui sont formées au risque. Si on n'a aucune formation au risque et que l'on n'a pas l'expérience des types de menaces qui s'appliquent à certains types de projets, c'est difficile de faire tourner un RRA. Parce que justement, l'objectif, c'est de rapidement se concentrer sur les menaces qui sont pertinentes à un certain type de projet. Et donc, dans ces situations-là, autant se former, autant utiliser un EBIOS et d'avoir un référentiel sur lequel se baser. Guillaume et moi, quand on faisait des RRA, surtout à Mozilla, on avait des années d'expérience sur des projets qui étaient très souvent identiques les uns aux autres. Et donc on avait vraiment cette base de connaissances, cette expérience sur laquelle on pouvait vraiment se baser pour faire des analyses. Vous avez la base de connaissances dans la tête. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est dans votre tête la base de connaissances. Donc si t'as pas ça, c'est compliqué de faire le RRA en quelques dizaines de minutes. Ah non, il faut suivre une formation au RRA fait par eux deux. Et là, ils te transmettront la base des bonnes questions à poser pour aller droit au but. Ouais, alors il y a une chose que je voudrais dire là-dessus aussi, c'est que souvent, dans les analyses de risque, on s'en concentre énormément sur des listes de menaces, etc. Mais il est aussi possible de demander aux ingénieurs eux-mêmes, aux développeurs, aux sysadmins, à tous ces gens-là, aux mêmes équipes projet, quelles sont les menaces qui pourraient s'appliquer à un projet. Et naturellement, les êtres humains ont cette habilité vraiment à identifier les risques, sans avoir forcément un référentiel précis. Et on a souvent vu des conversations où des risques étaient identifiés par les équipes d'implémentation, auxquels nous on n'avait pas pensé, qui n'existaient pas dans les référentiels. Et donc le RRA permet, plutôt que de se contraindre vraiment à un référentiel particulier, d'avoir une conversation autour du risque qui peut être plus fructueuse que une méthode plus lourde. Lorsque vous appliquiez le RRA chez Mozilla, c'était autour de projets web, on va dire, ou logiciels. Est-ce que cette méthode s'applique peut s'appliquer à tout environnement, puisque tu parles des critères de sécurité, disponibilité, intégrité, confidentialité, qu'on retrouve partout. Mais est-ce que vous pensez que le RRA, lui, est applicable, qui a un système d'information, qui a un projet métier standard, qui a tout un chacun, en dehors d'un truc spécifique qui serait dans le DevOps, par exemple? Je dirais que le RRA s'applique particulièrement bien à ce qu'on considère en tant que service, ce qui pourrait être un service web. Pas forcément, Mozilla, ils ont des services web, mais ils ont aussi différents projets qui ne sont pas forcément web. Ça peut être logiciel ou non. Ceci dit, j'ai déjà vu la méthode adaptée à des questions un peu plus ouvertes, je dirais, juste quand quelqu'un vient vous voir et vous demande on voudrait faire ça, est-ce que c'est risqué? Alors, ça s'adapte un peu moins bien, mais ça marche quand même. Je dirais, au final, quand on arrive à recadrer ça en tant qu'une question autour d'un service, pour avoir l'ensemble des données, surtout au niveau du dictionnaire de données, pour avoir une meilleure idée de ce qui pourrait se passer, ça marche mieux et c'est plus rapide. Ceci dit, j'ai déjà vu le RRA être adapté un petit peu à des questions qui ne sont pas forcément directement liées à un service. Ouais, j'avais deux risques en tête. En fait, le premier, c'est par exemple un risque d'inondation. J'ai eu un client à qui j'ai exposé ce risque et on m'a dit oui, mais nous, la Seine, elle est 10 km plus bas. J'ai dit oui, mais vous avez des voisins au-dessus qui ont des toilettes. Donc, et c'est juste au-dessus de votre salle serveur. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Donc, j'avais en tête ce risque-là. Vous allez nous dire si on le prend en compte ou pas. On a vécu le Covid.
Est-ce qu'une pandémie mondiale, c'est un trop gros risque? Est-ce que ça rentre pas en compte? Ou est-ce que, dans certains cas, il faut le prendre en compte? J'aime bien le cas du Covid parce que dans ma formation traditionnelle à la gestion des risques, on avait toujours ces référentiels qui avaient ces risques que personne ne voulait vraiment discuter. Les pandémies mondiales, les tremblements de terre, etc. etc. Et une PME, elle n'a pas forcément, elle a pas les moyens vraiment de prendre en compte ces risques-là. Une grande entreprise, elle a les moyens, mais souvent pas la motivation de le faire. Le RRA, justement, ne prend pas en compte ces risques-là. L'objectif, c'est d'avoir des discussions simples. Si on a besoin, à la taille de l'entreprise, de prendre en compte ces types de risques qui sont vraiment fondamentaux, qui impactent toute l'entreprise et pas juste un projet en particulier, et dans ce cas-là, il faut vraiment faire une analyse de risque à la taille de l'entreprise, où on peut se permettre de passer 6 mois à analyser tous les risques. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir, à la sortie de cette analyse de risque fondamentale, une liste de risques prioritaires, que l'on peut après utiliser dans les RRA pour dire est-ce que ce que vous faites sur ce projet-là ressemble à un des risques que l'on a identifié dans la liste des risques prioritaires, parce que si oui, eh bien dans ce cas-là, il faut passer un peu plus de temps sur la sécurité du projet. Oui, et puis l'exemple des toilettes, de toute façon, dans le cloud, on n'a pas les toilettes au-dessus de soi. Ils sont en dessous. Est-ce qu'il y a des maths dans cette méthode? Parce que vous avez parlé de risques modérés, importants, etc. Moi, j'ai souvenir de méthodes d'analyse de risque, on va dire, je ne sais pas si on peut les qualifier de concurrentes ou en tout cas similaires, où effectivement on se retrouve à mettre des chiffres ou des couleurs ou des classifications, et à la fin, c'est quasiment de la diagonalisation de matrice, parce qu'on se retrouve à faire des calculs incroyables et on arrive à un niveau de risque qui est 2,97. Est-ce que c'est... Enfin, est-ce qu'il faut faire des maths pour arriver à avoir des chiffres à la fin, ou est-ce qu'il y a un certain pragmatisme dans la méthode que vous proposez? La réponse courte, c'est non, pas de maths, mais il y a une réponse plus longue. Alors, c'est-à-dire qu'un des côtés importants de cette méthode, c'est qu'on va surtout regarder ce qu'on appelle l'impact et pas vraiment regarder ce qu'on va appeler la probabilité. Alors, on y pense tout le temps, on essaie de l'ajouter un petit peu, mais c'est vraiment autour de l'impact. Ça veut dire, est-ce que c'est possible que cette chose arrive ou non, et si jamais elle arrive, est-ce que c'est grave ou pas? L'avantage de cette méthode, je dirais qu'il y a peut-être 2 avantages. Un, c'est qu'en tant qu'humain, on est bien meilleur à faire cette analyse-là que de se dire est-ce que c'est possible que ça arrive souvent, est-ce que les toilettes vont fuir demain ou pas, est-ce qu'on a les bonnes données pour ça, etc. Que les machines sont bien meilleures à faire ça. Et d'autre part, c'est difficile à calculer. Comme je disais, on va arriver avec des chiffres et en disant est-ce que c'est 2.97 le plus risqué ou c'est 2.98 de l'autre projet. Et quand ça commence à être trop fin comme ça devient très dur d'avoir un résultat de qualité qu'on peut utiliser pour dire ce projet est plus important ou il faut qu'on aille corriger ce problème, c'est plus important. Donc sur le RRA, au final, on va vraiment juste garder ces niveaux et se dire si on a 5 menaces qui vont être un maximum, par rapport à un projet qui n'a pas de menace maximum, ça va sûrement être un projet plus important, on va peut-être passer un peu plus de temps à vérifier qu'on a les bonnes recommandations, etc. par exemple. Je rajouterais à ça, on a essayé plusieurs fois de faire des registres de risque et d'essayer de mettre les niveaux de risque, les niveaux de recommandation dans ces registres et d'essayer de sortir un peu des tables, même des cartes de risque. Et ça n'a jamais réellement marché. Et le problème, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que d'un analyste à un autre, les niveaux de risque peuvent changer. Et même si on a essayé de réconcilier à chaque fois en faisant des revues de RRA entre nous pour essayer d'arriver au même niveau, il y a toujours une recommandation qui va être plus élevée. Non, mais ça, c'est une question de bonne définition, de bonne complétude de l'échelle. Même dans les méthodes bien définies, ça arrive. Il y a toujours une partie un peu... si tu prends 10 experts avec une bonne échelle, il y en a toujours 9 sur 10. Bien sûr, il y aura toujours des querelles d'experts. Je suis d'accord avec Hervé là-dessus. Normalement, tu es censé définir tes grilles en amont
et avec tes critères, et à partir de ces grilles, tu es censé être capable de définir la criticité d'un impact, une probabilité d'occurrence, des choses comme ça, qui sont dépendantes des contextes. Typiquement, l'impact financier, tu peux avoir des métiers où 1 million, c'est énorme, c'est catastrophique, et certains métiers où 10 milliards, ils s'en foutent totalement. Mais ça, tu dois le définir en amont, justement, pour pouvoir avoir des évaluations qui sont reproductibles. La difficulté, en fait, c'est quand on demande à une équipe projet de se projeter dans le futur pour nous dire quelle va être la perte financière d'un risque de, je sais pas, ransomware, par exemple, à l'échelle de ce projet-là qui impacte 1 million de personnes, ils sont incapables de nous dire si ça va être une perte de 50 millions ou une perte de 300 millions. Et du coup, le niveau de risque va changer en fonction de ça, parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de données que l'on ne connaît pas forcément ou que l'on n'a pas le temps d'aller chercher. Et donc ça réduit un petit peu la fiabilité des métriques que l'on a. On a quand même expérimenté avec ce modèle, c'est-à-dire de faire des calculs derrière, et ça marche pas trop mal. Ceci dit, on a décidé de le faire séparer du RRA, c'est-à-dire que le RRA c'est uniquement pour faire ces analyses, pour avoir l'impact, pour avoir les menaces, le dictionnaire de données et les recommandations. On ajoute la probabilité avec d'autres outils séparément, qui utilisent les mêmes niveaux, les mêmes échelles. Et on a un outil complètement séparé avec un registre de risque séparé qui va être... ça peut être différent selon les entreprises. Hein. Chacun a sa méthode ou son truc ou sa base de données. Et là-dessus, on va quand même faire des calculs assez simples. Mais c'est séparé de la méthode RRA. La grosse différence, je dirais, c'est que pendant le RRA, on essaie de faire en sorte que le team avec lequel on va parler, ceux qui vont créer le logiciel ou qui vont créer le service, soient ceux qui soient présents au moment de l'analyse, alors que ce qui va être dans le registre de risque, ça va être plutôt pour les teams de sécurité qui vont peut-être revenir pour dire d'après notre registre, on a quelque chose qui risque d'arriver ici, il faut qu'on aille voir et qu'on vérifie que le contrôle marche bien, ou peut-être qu'il faut qu'on fasse une nouvelle analyse. Et je dirais que c'est une des grosses différences. Ouais, et je pense que ça c'est un aspect qui est super important du RRA, c'est que on s'intéresse un peu moins à, on va dire, vraiment la qualité de l'analyse et beaucoup plus à la conversation autour du risque avec les équipes qui vont mettre en place les systèmes, qui vont maintenir les systèmes. Et c'est une méthode qui est plus centrée sur vraiment créer une culture de sécurité et une culture de risque au sein de l'organisation et moins centrée sur avoir des métriques qui soient parfaites, quoi. Et ce que l'on a vu, c'est qu'après des années de RRA dans certaines équipes, on avait des équipes d'ingénierie qui venaient nous demander de faire des RRA et qui s'amusaient à faire des RRA pendant les réunions, qui s'amusaient à réfléchir aux menaces, à penser aux risques, qui souvent même faisaient même des pré-analyses avant de venir dans les meetings, et qui avaient déjà des solutions. Donc ça aide réellement à avoir des conversations autour du risque, autour des menaces, même si la donnée n'est pas forcément parfaite en sortie. Tu veux dire que le chemin importe plus que la destination ? Oh, c'est beau. Et alors, tout en le chemin, plus la destination est celle que tu veux. Pour en revenir sur ces histoires de métriques, et tout en restant dans la bienveillance, comment vous vous comparez par rapport aux autres méthodes de risque ? Par exemple, est-ce que vous diriez, si on est un assureur et qu'on doit calculer une prime de risque, il faut absolument des chiffres, parce qu'on ne peut pas se contenter d'une évaluation au doigt mouillé par une équipe produit, et donc il faut utiliser telle autre méthode qui serait beaucoup plus normative et beaucoup plus, on va dire, reconnue par exemple par les associations d'assureurs et qui serait réassurable derrière, par exemple. Parce qu'on a déjà fait des épisodes sur la question. Oui, clairement, c'est pas l'objectif du RRA. Là. On est bien au-delà de l'objectif du RRA. Si on a besoin d'avoir... Encore une fois, la question c'est quel est le niveau d'investissement qu'une organisation a envie de mettre dans ses analyses de risque. Si c'est un investissement assez minimal, le RRA est une méthode qui est assez légère, qui ne coûte pas énormément, qui permet de vraiment avoir des analyses de risque ou une conversation autour du risque sans avoir à passer des jours et des jours sur chaque projet. Mais dans des situations où le niveau de risque est mesuré, le niveau de risque précisément est requis, il faut vraiment avoir une méthodologie qui soit beaucoup plus précise. Parce qu'on a fait un épisode sur la méthode FAIR qui, elle, est basée sur Monte Carlo et des concepts mathématiques derrière.
Mais alors, est-ce que RRA, c'est pas plus simplement à intégrer dans son processus de security by design, dans son processus d'intégration de la sécurité dans les projets? Je dirais qu'une partie du RA, c'est effectivement ça. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est que les équipes qui s'en occupent vont prendre le document. On fait ça sur des documents qui sont très flexibles. C'est-à-dire qu'on a un système qui nous permet de regarder les données, etc., de les extraire, de les mettre dans une base de données, tout ça. Mais au final, on veut que ce document, ça soit leur document si possible. On veut que ce soit les personnes qui vont y penser un petit peu tous les jours. C'est le côté culture. Mais ça veut aussi dire que ça va être plus intégré avec l'équipe de développement au fur et à mesure, effectivement. Pour revenir un tout petit peu sur ce que vous disiez avant, faire par exemple, c'est une des méthodes qu'on a regardé beaucoup qui marche très bien aussi. Je pense que ce qui arrive souvent, par exemple, c'est qu'on va regarder le projet, on va se servir de la méthode RA pour faire un triage, pour savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite, est-ce qu'il faut qu'on dépense beaucoup d'énergie sur ce projet ou pas. Une des possibilités, c'est recommandation numéro 1, on va faire une analyse complète avec tel ou tel système ou telle méthode, par exemple. C'est toujours possible, ça arrive pas très souvent, c'est pour ça que le RA est pratique, mais ça peut arriver sur un gros projet, c'est possible que ça soit même requis légalement ou autre, de faire un certain type de méthode ou de passer un certain type de certification, par exemple. Et alors là, on parle beaucoup de l'amont, de l'appréciation des risques, voire de la divination du risque. Et est-ce que vous avez déjà vu des événements redoutés se produire sur une chose sur laquelle vous aviez fait du RRA? Et est-ce que l'impact et le reste correspondaient à l'appréciation que vous aviez faite avec RRA? Oui. Oui. Oui, on a vu des analyses de risque. Il y a certains exemples de ça qui sont publics en fait, même qui sont documentés. Moi, quand je travaillais sur la sécurité de Firefox Accounts, on avait beaucoup de risques autour des password stuffing attacks. Donc, alors, quelqu'un va traduire. Et on a vu ça se réaliser, on a pu effectivement vérifier que l'impact que l'on avait identifié dans les RA était l'impact que l'on avait ressenti pendant l'attaque. Souvent, ce qu'il se passe, c'est que l'impact qui est mis dans l'analyse est plus grand que l'impact ressenti lors de l'attaque. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. C'est-à-dire que quand on est en train de faire l'analyse, on se met dans une situation intellectuellement parlant ou du pire cas, et on s'imagine que ça va couler l'entreprise de recevoir une attaque de tel type, etc., quand en fin de compte la plupart des entreprises arrivent à survivre à la plupart des attaques. Et en fait, ce que on s'est rendu compte après avoir fait plusieurs années de RA, c'est qu'il y a très 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 peu de risques à la taille d'une entreprise qui peuvent réellement mettre à genoux une entreprise complète, et que ces risques-là, c'est de l'ordre de 5 ou 10 dans une entreprise de taille, on va dire raisonnable, une multinationale pourrait en avoir plus, et ces risques-là devraient réellement être documentés, connus des équipes en leadership, et potentiellement appliquer des modèles de sécurité plus précis à ces risques. Comment est-ce que vous pensez faire évoluer cette méthode? Est-ce qu'elle est arrivée à son aboutissement, ou est-ce que vous avez des idées pour la faire évoluer? Oui, il y a des idées pour la faire évoluer, je pense. On a la version 3 en ce moment, donc la première version, on a eu pas mal de problèmes avec. La deuxième version, ça marchait beaucoup mieux. La version 3, c'est celle qu'on utilisait pendant plus longtemps. Ceci dit, il y a toujours des choses qu'on peut faire évoluer. Et je pense que plus on l'utilise, plus on voit des cas particuliers ou des choses qu'on pourrait faire un petit peu mieux. Je pense que dans les idées qu'on a, on pense toujours à est-ce qu'on pourrait quand même réintroduire un petit peu le concept de probabilité dedans d'une façon qui marche au niveau humain ou pas, sans être trop compliqué. Et la deuxième que je vois assez souvent, c'est... J'aimerais qu'il y en a trois, mais la deuxième que je vois assez souvent, c'est la façon dont on crée l'échelle et qu'on va gérer les menaces. On essaie de faire en sorte que chaque menace soit justifiée au niveau de l'échelle. C'est-à-dire que si on va dire que c'est niveau haut, pourquoi est-ce que c'est de niveau haut, et de l'avoir un petit peu justifié. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un va écrire ça sur un document, mais ils peuvent choisir de l'écrire ou non. Et la troisième chose à laquelle on pense un petit peu, c'est l'intégration avec les outils différents. Par exemple, on va avoir une liste de recommandations, ça peut être intéressant d'être intégré avec un système
gestion de tâches pour être sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va regarder et l'avoir mis dans ce système automatiquement. Donc, plus d'intégration. Ce que j'ajouterais à ça, c'est que on n'a jamais réellement essayé de standardiser la méthode RRA pour que ce soit utilisable par tout le monde dans toutes les entreprises. On a toujours vraiment, on s'est toujours réellement concentré sur l'utilisation pour nos propres besoins. Et c'est aussi pour ça que on ne couvre pas tous les cas possibles et imaginables. Et moi, je pense que là où il y a un vrai potentiel, c'est pour effectivement chaque organisation de prendre ce qui les intéresse de la méthode RRA et de l'adapter à leurs propres environnements, de créer une méthode d'évaluation des risques, mais surtout de créer une culture autour du risque qui fonctionne bien pour leur organisation, pour leur entreprise, etc., etc. Plutôt que d'essayer d'appliquer à la lettre ce que nous, on a mis dans le RRA. Je dirais même, pour ajouter là-dessus, ce que je pense que c'est intéressant, on essaie souvent d'extraire qu'est-ce qui fait que le RRA marche bien, quels sont vraiment les éléments les plus primitifs qui font en sorte que le RRA marche bien, parce que ça permet effectivement d'utiliser, même dans les mêmes entreprises, pour d'autres teams, et d'utiliser les éléments qui sont importants pour faire leur propre analyse de risque, qui peut être très différent du RRA. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui se passe rapidement en 30 minutes. Ça peut être plus long, ça peut être assez différent, ça peut être automatique, ça peut être une façon de classer les données, etc. Alors, vous parlez d'outillage et vous parlez de contribution à la méthode en fonction des contextes d'entreprise, mais aujourd'hui, qui possède la propriété intellectuelle de cette méthode et comment est-ce qu'on peut y contribuer ou la faire évoluer? Est-ce que c'est une GitHub page sur laquelle vous acceptez les pull requests ou ce genre de choses? Ou juste l'utiliser? Ouais, alors, la méthode a été créée sous le MPL, Mozilla Public License. Et vous pouvez la trouver assez facilement en cherchant RRA sur Google, Rapid Risk Assessment ou Mozilla Rapid Risk Assessment, qui est assez facile à trouver. Le site qui a la description vraiment complète de la méthode, c'est infosec.mozilla.org. Vous verrez directement le lien sur cette page. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Moi, j'ai donné quelques présentations qui sont également disponibles. Il y a un chapitre de mon livre Securing DevOps qui en parle également. Donc ça, c'est vraiment pour essayer d'un peu d'assimiler la méthode. En termes de contribution, on n'est pas aujourd'hui organisé autour d'un groupe précis. La documentation existe toujours sur les repos de Mozilla sur GitHub. Donc il est possible de créer des patchs là-bas. Et puis de nous contacter sur les réseaux sociaux pour discuter de modifications. Ça me semble être une bonne conclusion, mais est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose en mot de la fin? Non, moi ce que je vais juste dire, c'est qu'on est arrivé à un point où moi quand j'ai commencé ma carrière, les analyses de risque et tout ce qui était autour du risque, ça m'effrayait un peu. Parce que c'était toujours des méthodes lourdes, ça prenait un temps incroyable, et les développeurs détestaient ça, etc., etc. J'en ai fait dans les banques, j'en ai fait dans les grandes boîtes. Et avec Rapid Risk Assessment, on est arrivé à quelque chose qui soit assez sympa à mettre en place, assez fun, assez plaisant. Et pour moi, c'est encore une fois, c'est très important. Je pense qu'il faut avoir une bonne culture autour du risque, il faut avoir une bonne culture autour de la sécurité pour pouvoir mettre en place des services sécurisés. Et même si les données ne sont pas parfaites, la culture, généralement, est plus importante que d'avoir des métriques parfaites. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc un super coup efficacité, quoi. Je pense. Et effectivement, travailler dans la joie et dans la bonne humeur, c'est fondamental. Guillaume, Julien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.